Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter un cas clinique concernant la fièvre typhoïde. Un homme de 25 ans vous consulte 10 jours après son retour d'un voyage de noces au Maroc. Durant le séjour, la durée totale est un mois. Il en rend des visites à la famille de son épouse dans un petit village où ils sont restés les 5 derniers jours. Il n'avait effectué en prévision de ce voyage aucune vaccination supplémentaire, mais toutes les vaccinations du calendrier vaccinal sont à jour. La consultation est motivée par une fièvre d'augmentation progressive depuis 5 jours, associée à des céphalées insupportables, une nette altération de l'état général, des douleurs abdominales, une constipation et une épistaxis. Son épouse qui l'accompagne dit qu'il ne dort plus et a un comportement parfois curieux. À l'examen, la température est à 40 degrés, la tension est 17 et le rythme cardiaque est régulé à 80 battements par minute. Donc, c'est pas logique de voir la température à 40 et la fréquence cardiaque de 80. Normalement, euh, la fièvre va entraîner une tachycardie. Le patient est ralenti, semble parfois prostré. L'examen neurologique est normal par ailleurs, sans raideur méningée. L'abdomen est sensible sans défense. Et il retrouve par ailleurs un splénomégalie. Donc, on a notion de voyage au Maroc, pas de vaccination. Les 5 premiers jours, il y a une fièvre progressive, des céphalées, altération de l'état général, etc. Puis il y a une fièvre en plateau, dissociation de pouls, température et une splénomégalie. Donc la première question, quel diagnostic, le diagnostic évoquez-vous en priorité et sur quel élément? Donc toujours en première phase, on a fièvre progressive, des céphalées, douleur abdominale. Puis deuxième phase, on a fièvre en plateau, on a l'épistaxis, splénomégalie, dissociation pour température. Donc oui, c'est la fièvre typhoïde. D'après quoi? D'après le retour récent d'un pays à risque, l'absence de vaccination en prévision de ce voyage, c'est-à-dire donc l'absence de la vaccination antityphoïdique probablement, fièvre d'aggravation progressive, les céphalées, les douleurs abdominales, la constipation malgré les plus fréquentes et c'est la diarrhée durant la phase d'invasion de la typhoïde. L'insomnie, les troubles des fonctions supérieures, le typhos, parce que l'épouse dit que le patient ne dort plus, c'est-à-dire ne dort pas la nuit. Il y a inversement de rythme nictéméral, c'est ça le typhos. Splénomégalie et la dissociation de peau et de température et l'épistaxis. Pardon. La deuxième question, quel examen complémentaire demandez-vous? Qu'est-ce qu'on demande? Donc, dans la phase de bactériémie, on demande l'hémoculture. Et puis, il y a l'intérêt de la sérologie de Vidal et Félix. Donc, on fait 2 ou 3 hémocultures à ensemencer sur milieu anaérobie à 30 minutes d'intervalle. Une coproculture avec l'antibiogramme si un germe pathogène est retrouvé, seulement identifié. Un examen cytobactériologique des urines, du CBU, radiothorax, sérologie typhoïde Vidal et Félix, la FANAS, ionogramme, uricréatinine glycémie, transaminase, bilirubine et phosphatase alcaline. Donc on fait l'hémoculture si on a dans la phase de bactériémie. Si on a dans le deuxième septennat de fièvre typhoïde, on demande la sérologie de Vidal et Félix. C'est dans la complication, on recherche partout les transaminases, bilirubine, atteinte rénale, atteinte hépatique, etc.
La troisième question, votre diagnostic est confirmé. Donc, c'est une fièvre typhoïde. Quel traitement proposez-vous? Donc, quel traitement proposez-vous? Donc, l'hospitalisation, antibiothérapie par voie orale si possible, c'est-à-dire absence de nausées ou vomissements. Vigilance compatible avec l'alimentation paros. Donc, il est conscient. Donc, le traitement de première intention sur la fluoroquinolone, exemple l'ofloxacine de 100 mg tous les 12 heures pour une durée de traitement de 7 à 10 jours. Et n'oubliez pas le traitement symptomatique des céphalées, isolement empirique des patients avec des infections des selles du linge de la chambre après la sortie, déclaration obligatoire et surveillance clinique et paraclinique, clinique par la température, le pouls, l'aspect des selles, la palpation de l'abdomen, l'évaluation des fonctions supérieures, et surtout surveiller les effets secondaires de traitement. La fluoroquinolone donne de toxicité articulaire et de troubles cardiaques aussi. Et paraclinique par la FNS, la coproculture la coproculture est contrôlée à la fin du traitement. La quatrième question, comment cette maladie aurait-elle pu être prévenue chez ce patient? Donc, la prévention, bien sûr, par la vaccination par TIFIV, c'est un vaccin polyzydique de capsules. On fait une injection sous-cutanée au moins 3 semaines avant le départ, de efficacité 3 ans. Autre moyen de prévention, c'est l'hygiène alimentaire au cours du séjour, lavage des mains avant toute manipulation alimentaire, ne pas boire d'eau non contrôlée et glaçons, ne pas consommer des denrées crues ou froides. La dernière question, décrivez l'épidémiologie de cette pathologie. Donc, elle est plus fréquente en Afrique du Nord et l'Asie Est-Sud. Donc, on va parler de l'épidémiologie en France. Donc, la maladie est devenue rare en France, mais reste courante dans les pays à bas niveau d'hygiène. Donc, les 2 tiers des cas en France sont importés par le Maghreb. Donc, le réservoir de germes est strictement humain. Donc, il n'y a pas des animaux contaminés par fièvre typhoïde. La contamination se fait par l'intermédiaire de fécis de malades ou porteurs sains. La transmission soit directe, soit indirecte. Donc, directe à partir de linge souillé, aliments manipulés par des mains souillées, ou indirecte par l'eau, coquillages, fruits de mer, crudités contaminées. Donc, c'est ça pour le cas clinique. Maintenant, je vais faire un petit résumé sur la fièvre typhoïde. Donc, dû à Salmonella enterica, sérotype Typhi et paratyphi A, B et C. Ces maladies à déclaration obligatoire, le réservoir est strictement humain et la transmission féco-orale. Les zones tropicales, c'est l'Afrique du Nord et l'Asie du Sud-Est. Donc, pour la physiopathologie, les bactéries franchissent la muqueuse intestinale sans la liser. Donc, elle va donner beaucoup plus une diarrhée aqueuse et atteindre la circulation sanguine via le système lymphatique. Donc, c'est une bactérémie à point de départ lymphatique, comme la brucellose. La liste de bactéries libère une endotoxine qui peut donner des manifestations viscérales. Donc, l'endotoxine, c'est lui qui est responsable des complications. L'incubation est entre 10 jours à 3 semaines. La phase d'invasion durant la première septénaire, la première semaine, manifestée par fièvre progressivement croissante, fièvre progressive, des céphalées, insomnie, asthénie, anorexie, troubles digestifs, le pouls dissocié, surtout le pouls dissocié, et la splénomégalie dans 30% des cas. Dans la phase d'état, on trouve fièvre en plateau, la phase d'état, fièvre en plateau à 40. Le typhos, c'est quoi le typhos? C'est l'inversion du rythme nictiméral, prostration et obnubilation. L'inversion du rythme nictiméral, comme dans le cas clinique, le malade ne dort plus la nuit, mais il dort le jour. Douleur abdominale, diarrhée dans les 2 tiers des cas, le pouls dissocié, angine du duc.
Angine du Duc, on trouve dans 10% des cas. Donc, c'est une ulcération superficielle de petite taille au niveau des piliers antérieurs et du voile du palais. Splénomégalie inconstante, exanthème lenticulaire du tronc dans le tiers des cas. On appelle des taches rosées lenticulaires. Pour les complications possibles, on a trois complications digestives manifestées par hémorragie et perforation, toxiniques manifestées par myocardite et encéphalite, et localisation septique secondaire. Biologiquement, on trouve CRP élevé et une leuconotropénie. La confirmation du diagnostic est surtout par l'hémoculture. Le traitement probabiliste par C3G parentéral et précaution complémentaire contact, le PCC. Antibiothérapie documentée guidée par l'antibiogramme, la fluoroquinolone en absence de résistance, ou la C3G parentérale ou la zithromycine. La surveillance clinique et paraclinique, donc paraclinique par la FNS et la coproculture, et la vaccination polysaccharidique efficace à 60% contre Salmonella enterica sérotype Tifi et paratyphi. Donc la vaccination efficace sur la sérotype Tifi et paratyphi. Donc le paratyphi A ou B n'est pas, il n'y a pas de vaccination contre ce sérotype, avec un rappel tous les 3 ans. Et merci.